Ce spectacle, c'est l'histoire de 5 Belges qui ont un père marocain. Ça aurait pu être l'histoire de 5 Marocains qui ont une mère belge, sauf que non, justement. Alors on s'est demandé pourquoi, on a essayé de remonter jusqu'à la source, et on a interrogé nos pères pour qu'ils nous donnent une réponse. Quand il a appris que je voulais faire ce spectacle, mon père m'a dit « Quelle double identité? Ça te concerne pas la double identité, t'es belge toi. Moi je suis déraciné, moi je suis partagé entre 2 cultures. Le Maroc c'est mon pays, vous avez rien à voir avec le Maroc. » Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La double identité belgo-marocaine, le poids des origines, l'histoire trop méconnue de l'immigration marocaine en Belgique et les conséquences sur la 2e et 3e génération issue de cette immigration. Voici ce dont on va parler ce soir. Alors qu'on célèbre le 17 février les 58 ans de la Convention de travail entre la Belgique et le Maroc, le Centre d'action laïque sort un dossier pédagogique sur l'immigration marocaine en Belgique. Objectif, informer et décrypter les simplismes. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yasmina Douyeb. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne et metteuse en scène et on vient d'entendre un extrait de votre pièce de théâtre Moutouf, pièce donc que vous avez mise en scène, dans laquelle vous jouez, et une pièce surtout que vous avez coécrite avec vos 4 camarades de jeu, tous nés de père marocain et de mère belge. On va en parler dans un instant. À vos côtés, Ahmed Medoun, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez le commissaire général de l'exposition Nas Belgica qui a eu lieu en 2014 et qui retraçait 50 ans d'immigration marocaine en Belgique. Vous êtes le co-auteur aussi de l'ouvrage Nas Belgica, histoire de l'immigration marocaine en Belgique. Et enfin, Lionel Rubin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet au Centre d'action laïque et c'est vous qui avez travaillé sur ce dossier pédagogique. Alors, Yasmina Douyeb, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, votre père vous dit « La double identité, ça ne te concerne pas. Toi et ta sœur, vous n'avez rien à voir avec le Maroc. » Or, ce lien avec le Maroc, il est bel et bien là. Il fait partie de votre identité, ce lien. Oui, alors c'était tout le défi de ce spectacle, c'est de parler de la non-transmission et donc d'une identité manquante plutôt que d'une identité réelle. Et donc la particularité, en tout cas qui nous a réunis et qui est surtout vraie aussi pour ma sœur et moi, c'est que c'est une identité qu'on n'a pas eu, ça ne nous a pas été transmis. On ne parle pas l'arabe, on n'a pas reçu la religion en héritage. Enfin, on a très très peu d'héritage du Maroc, et donc du coup, c'est comment vivre avec cette absence d'identité plutôt qu'avec un surplus d'identité. Donc c'est la particularité qui nous caractérise, mais en fait, on s'est rendu compte que ça concernait pas mal de monde. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que la non-transmission, c'est un vrai problème dont on parle très peu finalement. Oui, et c'est ce qui vous réunissait avec les autres comédiens. Oui. Vous vous êtes rendu compte que cette non-transmission, elle était présente dans plusieurs familles. Oui, à des degrés divers, hein, bien sûr. On n'est pas tous au même niveau. Les garçons sont peut-être un petit peu plus hérités. Disons que les enfants où il y a eu un divorce ont peut-être moins reçu d'héritage que ceux où les parents sont encore ensemble. Mais malgré tout, on souffre tous de ce creux. Et c'est pour ça que, même si on a tous les 5 une maman belge, on avait envie de parler du papa marocain parce que c'est cette identité-là qui nous pose question, puisque c'est l'identité qu'on n'a pas reçue. Alors, on va parler d'enseignement de l'histoire notamment. Est-ce que vous avez l'impression déjà que ça aurait pu venir peut-être de l'école? Est-ce que le fait qu'on n'enseigne pas du tout la question de l'immigration, ça peut expliquer aussi cette non-transmission? Ah, c'est bien possible parce qu'effectivement, c'est un sujet qui n'existait pas. Après aussi, ce qui est particulier, c'est quand on a une identité double, c'est que ça ne se voyait pas sur nos visages, on n'était pas assez typés, donc c'est comme si c'était toujours un peu douteux comme ça. Donc peut-être que si ça avait été présent, si ça avait pu être quelque chose dont on parlait librement à l'école, peut-être qu'on aurait pu avoir moins honte. Nous, on était dans un rapport très très fort à la honte. Une honte héritée de nos pères, mais aussi une honte ni d'être marocaine, ni d'être tout à fait belge, d'être un peu le cul entre deux chaises, si je puis me permettre, et du coup de ne pas savoir à quoi se raccrocher comme identité. Ahmed Medoun, dans ce dossier pédagogique, il y a un texte de votre part qui ouvre le dossier et où vous dites « La Belgique est un laboratoire singulier, toujours à l'épreuve de sa diversité et l'immigration fait profondément partie de l'histoire de la Belgique finalement et de cette diversité ». Oui, la Belgique, c'est une démocratie des identités. Elle est à l'épreuve de son pluralisme
avant l'immigration dont on parlera. Déjà parce qu'il faut coexister entre des groupes linguistiques différents. Et donc c'est une démocratie très singulière qui est à l'épreuve aussi de ses ethnicités. Mais c'est aussi un formidable laboratoire. C'est un laboratoire de l'altérité, en réalité, du rapport à l'autre. Simplement, il se fait que les terrains de travail d'écriture de la mémoire sont relativement peu nombreux. Alors moi, je suis très contente d'entendre, effectivement, cette écriture-là dans le monde du théâtre ou dans le monde de la culture. Il est insuffisant dans le monde de l'école. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important, évidemment, en particulier parce qu'on a beau être sourd ou aveugle, n'empêche qu'il y a des bruits de bottes quand même un peu partout en Europe. Parce qu'aussi, il y a des formes de repli identitaire. Et puis aussi parce qu'il y a d'importants questionnements sur la pluralité des identités, qui sont en réalité de plus en plus complexes. Donc, voilà le terrain très particulier de la Belgique. En précisant peut-être une chose un peu singulière, c'est que en France, quand on est marocain à Lille ou à Marseille, on habite à peu près une même langue, un même pays, car en réalité, on habite plus une langue qu'un pays. Et quand on arrive en Belgique, effectivement, on est à peu de choses près sommé de choisir un environnement linguistique dans lequel on compose ses identités. Si bien que le Marocain d'Anvers, souvent, a une forme de socialisation qui n'a pas grand-chose à voir avec celle du Marocain du sud de la Belgique, par exemple. Alors, abordons peut-être un peu plus en détail l'immigration marocaine. Alors, je le disais, le 17 février, on va commémorer les 58 ans de cette convention de travail entre la Belgique et le Maroc. Mais en fait, l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique, elle remonte bien avant cette date, et notamment pendant les 2 guerres mondiales, ce que souvent les gens ignorent. Oui, les gens ignorent, et à commencer par les Marocains eux-mêmes. Vous savez, les harkis, lorsqu'ils mangeaient à table, étaient d'un silence extraordinaire sur l'histoire de leurs parents. Pour des raisons de honte, ce mot a été utilisé, on y reviendra sans doute tout à l'heure, et que le chemin est long entre la honte et la fierté. Pour tout le monde. Et cette histoire est inconnue, et elle est certainement inconnue sur son premier chapitre, qui est que le Marocain est un migrant. Depuis très longtemps. Et ça n'a pas nécessairement à voir avec la Belgique, mais la localisation géographique du Maroc est telle qu'il y a d'importantes migrations. Prenons l'exemple de la fin du 19e. Tout l'oriental, d'où viennent beaucoup de Maroc, donc le nord-est du Maroc, il y a plus de 90 000 Marocains qui vont en Algérie pour des besoins soit militaires, soit agricoles. Les Marocains sont présents, et c'est une originalité, ils sont présents à travers le monde dans une centaine de pays, sur 5 continents. 4 millions, c'est à peu près leur estimation aujourd'hui, sans doute sous-estimée évidemment, à cause notamment du fait que ils connaissent une intégration statistique, mais ils disparaissent de certaines statistiques. Sur la culture, aussi bien la branche de culture juive que la branche de culture musulmane. Et j'insiste sur cette nuance qui ne définit pas le niveau de croyance. C'est une caractéristique très singulière, à la différence de l'Algérie. 95% des Algériens sont en France. Plus de 50% des Tunisiens sont en Libye. Et puis, il y a évidemment cette histoire très singulière avec la Belgique, puis j'y viens. Donc oui, d'abord pour des raisons d'efforts de guerre, des militaires sont présents, souvent d'ailleurs comme chez Racanon, en toute première ligne. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Belgique. Et lorsque les militaires français arrivent en Belgique avec des soldats marocains, nous constatons qu'un certain nombre d'entre eux vont rester en Belgique, déjà dans les années 18-19, et travailler dans les mines.
dans l'exposition, nous avions repris, en travaillant sur les archives, nous avions repris ces longues listes d'hommes. Ce sont des hommes pour l'essentiel. Et à l'époque, le regroupement familial ne fonctionnait pas du tout comme il fonctionne aujourd'hui, donc nous sommes déjà dans un temps du métissage. Certainement pas dans des proportions comparables à celles que l'on va connaître plus tard, après la Seconde Guerre mondiale. C'est un schéma un petit peu comparable, avec une nuance près. C'est que pour éviter l'inflation par les salaires, la Belgique souhaite avoir recours à une immigration de main-d'œuvre, et elle le fait en interrogeant ses ambassadeurs, aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Et c'est intéressant de voir les courriers des ambassadeurs à ce moment-là. L'ambassadeur d'Algérie considère, lui, que les Algériens sont politiquement parfois un peu volcaniques, et que les Marocains semblent l'être un peu moins. Donc ce sont des considérations de cet ordre-là qui, à un moment donné, effectivement, font que la Belgique a recours à cette immigration, ainsi que l'immigration turque. Nous sommes dans les années 60, ils apportent leurs bras, puis on verra par la suite qu'ils n'apporteront pas que cela. Alors, Yasmina Douyeb, pour revenir un peu à votre histoire, vous disiez qu'il n'y avait pas vraiment eu de transmission, mais est-ce que votre papa vous parlait quand même, quand vous étiez plus jeune, de son arrivée en Belgique, de pourquoi il était là, de comment ça s'était passé? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui se discutait à la maison? Oui, mais très peu, et de manière un petit peu bizarrement romancée, c'est-à-dire il y avait un récit de son départ, mais qui était un récit qui était toujours le même, avec très peu de détails qui changeaient. Ce qui me fait dire que c'était comme une reconstruction de son souvenir, mais dans laquelle on n'entrait pas réellement dans l'émotionnel. C'est-à-dire que on a ressenti ça aussi quand on a interviewé nos papas pour le spectacle. Les récits étaient assez figés, et donc pour qu'il y ait des nouvelles choses, que surgisse une autre matière, il fallait vraiment les mettre un tout petit peu en difficulté. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un rapport un peu verrouillé au souvenir, c'est-à-dire que c'est des choses du coup que je comprends aujourd'hui comme des vécus un tout petit peu traumatisants, ou des choses dans lesquelles ils n'ont pas envie d'aller fouiller. Donc c'était des récits, mais très courts, et on n'a jamais vraiment totalement compris qu'est-ce qui avait motivé leur départ. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce spectacle. On a voulu vraiment les interroger là-dessus, quoi. Et c'était une immigration qui n'était pas économique, qui était plus politique, je dirais. C'était plus un moment où, politiquement, ils étaient un peu en conflit avec la politique du pays. Mon père, par exemple, ne voulait pas faire son service militaire. Enfin, c'est un moment où il y a eu beaucoup de manifestations, etc. Et donc, c'est des immigrations à la fois pour le rêve européen, culturel. Ils avaient très envie d'être assimilés, je crois, à une culture francophone qu'ils admiraient. Pour la plupart, dans nos papas, il y a pour tous cette espèce de fascination pour la France, la littérature, etc. Et aussi une envie de fuir un régime qui était quand même assez totalitaire à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui apparaît aussi bien dans le dossier que ce qui apparaissait dans l'exposition, c'est que il y a des Marocains qui venaient effectivement pour travailler, mais il y a aussi beaucoup de Marocains qui sont venus pour étudier et qui ont participé finalement à un peu à la politisation de la lutte, qui ont lutté pour l'égalité, la reconnaissance des droits humains. Ça apparaît assez fort. Donc ils ont vraiment œuvré en Belgique pour la reconnaissance des droits des immigrés. Je sais pas qui... Oui, tout à fait. C'est vrai que Yasmina Douyeb a raison de rappeler effectivement qu'on part pour des tas de raisons. On part pour la liberté, on part pour l'amour, on part pour le travail. Pour moi, je suis né à Tanger. Mon père est venu dans cette période-là, et c'est un homme qui parlait 3 langues et qui a connu une forme de déclassement économique en venant en Belgique. Il faisait un peu office le soir à la maison d'un assistant social, car il savait lire et écrire, et donc aider ses camarades. Ce sont les années de plomb, mais les Marocains étaient aussi bien contents, le gouvernement marocain était aussi bien content de pouvoir exporter cette immigration, car le taux de chômage du nord du Maroc en particulier, les formes de contestation à l'égard du pouvoir central, les années de plomb, tout cela a effectivement motivé à des départs, et pas seulement. Donc on a effectivement ici aussi cette immigration dite étudiante,
à l'époque, ces flux migratoires étudiants qui se retrouvent en France, qui se retrouvent en Belgique, alors qu'à ce moment-là, c'était des pays, la France et la Belgique, qui souhaitaient véritablement avoir un projet de coopération éducative. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Et puis, on est sûr aujourd'hui, pour le cas du Maroc, par exemple, vous avez énormément de flux migratoires qui partent vers le monde anglo-saxon. Donc, on est dans un autre temps. Et un autre pilier linguistique qui se crée dans un pays qui a été longtemps, effectivement, arabophone et francophone. Mais donc, oui, beaucoup de militants, et ces militants ont effectivement beaucoup travaillé sur l'égalité de droits, sur des combats qu'on oublie. Ils ont ouvert des portes. Je prends un exemple. Moi, j'ai terminé des études de prof de français au début des années 80. Pour enseigner, il fallait être belge. Eh bien, pour être belge, il m'a fallu 7 ans. C'était la petite et la grande naturalisation. Au bout de 5 ans, vous envoyez vos papiers pour être sous le drapeau, ce qui a été mon cas, et tout en me disant, mais il faudra encore 2 ans pour avoir des droits politiques. Donc oui, ça a été un long combat de faire en sorte qu'effectivement, cette intégration démographique, statistique, soit beaucoup plus court. Voilà, donc oui, nous devons beaucoup, nous avons une dette à l'égard de ces hommes et ces femmes qui effectivement ont été des militants pour un mieux vivre ensemble, et on les oublie. Et alors, il y a une chose qu'on oublie également, c'est tout le rapport dans leur pays d'origine, de départ, qu'il s'agisse des Marocains ou des autres. Ce sont des acteurs de co-développement, ce sont des acteurs d'une conception de la liberté, des acteurs par exemple, de la lutte contre l'assignation à résidence identitaire, ne fût-ce que celle-là, l'obligation de choisir un camp religieux, ou par exemple, les droits des femmes. Et donc, il y a beaucoup de ces hommes et de ces femmes ont été des citoyens transnationaux. Alors, c'est difficile à évidemment concevoir, parce que souvent on est sommé de choisir dans des logiques binaires. Ces hommes et ces femmes ont tenté d'être des citoyens entre la date et la frite. Et évidemment, c'est tout à fait possible. Entre la date et la frite, c'est une belle expression. Lionel Rubin, donc, je le rappelle, vous êtes chargé de projet au Centre d'Action Laïque. Centre d'Action Laïque qui a donc décidé de réaliser un dossier pédagogique sur l'immigration marocaine en Belgique. Alors déjà, pourquoi finalement ce dossier? Pourquoi est-ce important d'en parler à l'école? Mais effectivement, le dossier. Alors, c'est un dossier pédagogique qui s'inscrit dans un cycle de dossiers pédagogiques. Le Centre d'Action Laïque avait commencé avec un dossier pédagogique sur l'avortement, et puis ensuite il y a eu la déportation des Juifs de Belgique. Et ici, on a décidé effectivement de se concentrer sur l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique, pour probablement un triple objectif. Le premier, c'est forcément vulgariser ces connaissances, inscrire cette histoire à l'école, parmi les enseignants, chez les élèves, connaître cette histoire. Et permettre, si vous voulez, aux élèves de s'approprier ça. Finalement, on n'est pas si loin de l'instauration de 2 heures de philosophie et citoyenneté, où il y a dedans se connaître, connaître l'autre, connaître l'histoire, etc. Donc c'est là vraiment l'histoire de l'immigration, des migrations, des flux migratoires qui est importante. Deuxième objectif, on en a parlé, Ahmed Medoun en a parlé, mais c'est la lutte contre l'extrême droite. On a effectivement dans la quasi-totalité des pays européens maintenant, dans les parlements nationaux, la présence de groupes politiques d'extrême droite. Il y a effectivement un élan de repli identitaire un petit peu partout en Europe. Ici, on va essayer, avec ce dossier pédagogique, de fournir des clés de décryptage pour lutter contre les stéréotypes, pour lutter contre les préjugés par rapport à cette histoire belgo-marocaine. Donc c'est là le volet un petit peu lutte contre l'extrême droite. Troisième objectif, il est lié, mais c'est le vivre ensemble, et c'est finalement aussi, et là je fais le bond effectivement avec la pièce de théâtre, c'est effectivement permettre à cette 4e génération qui est sur les bancs d'école de ne plus devoir s'excuser. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte dans les témoignages et les entretiens qu'on a eus qu'on a une 3e génération, paradoxalement, en tout cas dans les entretiens qu'on a eus, qui s'excuse davantage que la 1re et 2e génération. On avait dans les témoignages des parents qui finalement venaient ici pour travailler, les 30 glorieuses, on a un contexte socio-économique qui est assez florissant, et donc il y a du travail, les parents sont accueillis en Belgique. Alors,
Les modalités d'accueil sont différentes selon les régions, mais globalement, ça se passe bien. Ici, les témoignages font que la 3e génération qui sort finalement, qui est belge, qui a des enfants nés en Belgique, qui est né en Belgique, en fait doit davantage s'excuser, doivent davantage prouver qu'elle est intégrée. Et donc l'idée aussi, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va faire pour que cette 4e génération qui va bientôt sortir des bancs d'école n'ait plus à s'excuser. Sans doute, une des clés, une des pistes est qu'elle connaisse son histoire et que en fait, l'immigration marocaine ait sa juste place dans les manuels scolaires. Oui, et c'est vrai que vous proposez plusieurs activités, mais par exemple, les élèves peuvent regarder des photos puis les expliquer. Vous leur demandez aussi de se mettre à la place de telle ou telle personne. Est-ce que finalement, pour casser les stéréotypes, ça nécessite de mieux comprendre l'autre, de se mettre à sa place ? C'était tout l'enjeu de ce dossier pédagogique. Il y a 2 axes. Le premier axe, c'est qu'on s'est axé vraiment sur l'histoire socio-économique, parce que déjà, c'était tiré de l'expo dont on a parlé, et on voulait se concentrer sur des faits. Donc, on voulait que factuellement ce soit juste, que factuellement, en fait, les professeurs aussi aient les réponses, et puis qu'on puisse se baser toute l'histoire, tout l'apport culturel, toutes les richesses culturelles et socioculturelles. On a estimé que c'était impossible en 10 fiches pédagogiques de résumer un tel apport culturel. Donc ça, c'est une chose, c'est se baser sur les faits. Deuxième chose, c'est que effectivement, à travers certaines activités, on s'est dit l'idée, c'est que chaque élève en fait puisse se mettre à la place non pas d'un migrant marocain, mais en tout cas de quelqu'un qui voyage, qui quitte son pays, qui arrive quelque part d'autre. Et c'est peut-être là la meilleure manière, effectivement, de dire non seulement ça peut arriver à tout le monde, mais aussi si ça vous arrive et lorsque vous vous mettez dans cette peau, en fait, on voit que la réalité est bien différente et que les perceptions sont différentes, qu'on soit population qui accueille ou population qui arrive. Yasmina Douyeb, Lionel Rubin disait que effectivement cette 4e génération, il faudrait éviter qu'elles doivent s'excuser. Est-ce que vous avez ressenti ça, ce sentiment de devoir vous excuser, presque de devoir vous excuser d'être là ? Oui, c'est en tout cas, oui, complètement. C'est-à-dire que je disais la honte, on l'a complètement introjectée. Elle fait partie de nous et c'est une double honte. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est à la fois la honte d'avoir honte. Et ça, c'est un drôle de truc. La honte d'avoir honte des origines de nos papas et de ne pas arriver à en tirer une fierté parce que eux-mêmes ne parvenaient pas à le faire. Ils commencent à y arriver. Il aura fallu le temps, quoi. C'est un long processus quand même. Cette intégration, c'est loin d'être si facile. Et donc oui, c'était un long chemin. Oui, c'est vrai que cette honte, par exemple dans le spectacle, il y a un moment où vous parlez des prénoms et on voit que une de vos collègues comédiennes dit elle s'appelle Myriam, mais elle était Myriam dans la cour de récré. Hakim, lui, il était Nicolas dans la cour de récré. Donc ça fait partie de cette honte. Est-ce que vous avez le sentiment, alors je reviens un peu à mes questions de tout à l'heure, mais que si vous aviez eu à l'école des cours sur l'immigration marocaine, des cours sur comment ça s'était passé, cette honte aurait été moins présente. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, peut-être si les élèves qui sont issus de l'immigration marocaine ont ce type de leçons, ils ressentiront moins cette gêne de s'appeler Hakim ou Myriam ? En tout cas, c'est l'ambition du spectacle et c'est d'une certaine manière l'ambition du théâtre en général, c'est se mettre à la place d'eux. Donc je trouve que c'est assez beau ce que vous disiez. J'ai l'impression que cette démarche-là, qui est la nôtre, de dire nous on est à cet endroit-là, on met les costumes de nos papas. Donc dans le spectacle, on s'habille en hommes des années 70 du moment où ils sont partis. Et donc on se déguise un peu en nos papas et donc c'est un peu comment se mettre dans la peau de nos papas pour les comprendre mieux. Et dans cette démarche-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que les spectateurs, via notre démarche, se mettent eux-mêmes à la place d'eux et se permettent aussi de se positionner, eux, en tant que citoyens, sur leurs propres origines. Et ça a libéré beaucoup la parole. Et donc, je pense que des spectacles de ce style et des actions comme celle que vous faites avec ce dossier pédagogique permettent de déverrouiller une parole et de libérer. J'ai vu hier un très très beau documentaire sur Noirs en France. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était très très beau. Et je trouve que ce type de démarche permet de libérer les consciences et de
de se questionner sur c'est quoi venir d'ailleurs, même si c'est chez les personnes noires dans le film ça se voit sur la peau, nous ça se voit pas toujours sur nos peaux, mais ça se traîne comme des vieilles casseroles qui continuent de faire du bruit, et donc c'est comment on peut vivre avec paix avec cette chose-là. Et j'ai l'impression qu'en parlant et en créant des plateformes de dialogue, je crois qu'on peut lutter contre ça. En tout cas, si je le croyais pas, je ferais pas ce métier. Ahmed Medoun, peut-être, effectivement, c'est cette même question de la honte et sur s'excuser aussi d'exister finalement presque. Oui, je crois que pendant très longtemps, Yasmina parlait effectivement de cette filiation cachée. Il faut imaginer, effectivement, mais je crois que c'est vrai pour beaucoup d'histoires migratoires, il y a des complexes de métèque parfois, qui sont dans le rapport à la langue. J'utilise le complexe de métèque avec évidemment beaucoup de guillemets. Mais il faut imaginer que à peu près tous, nous faisons, quelles que soient nos origines, nous faisons ce long chemin, et c'est vrai aussi pour les hommes et les femmes transclasses. Donc ils font des histoires, des migrations de classe. Parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, on peut venir de Syrie, avoir été médecin, on fait des formes de déclassement, et on a des histoires de voyage entre classes. Et juste rappeler qu'effectivement, c'est un long voyage dans une galerie de miroirs, où effectivement, à cause du terrorisme, à cause des stéréotypes, que l'on peut tenter de déconstruire, mais c'est extrêmement difficile, eh bien, ces hommes et ces femmes grandissent dans des identités abîmées par ces images. Et c'est une ambition, et c'est une belle ambition presque, thérapeutique, que de tenter de soigner ces identités. Donc moi, je salue le travail de Yasmina et celui de Lionel et de l'équipe du CAL, parce que nous avons besoin de soignants pour déconstruire, pour aussi proposer des exemplarités auxquelles s'identifier. Voilà, vous savez, moi, je me rappelle, j'ai été passionné de basket. Mes modèles, à certains moments, c'était les grands joueurs de basket noirs. Et je m'identifiais complètement à eux. Ça a été pour moi un moteur de mouvement dans la vie. Et je crois que c'est très important, ces mécanismes d'exemple qui peuvent être extrêmement stimulants, surtout si on ne les a pas dans ces environnements immédiats. Voilà. Mais donc, il s'agit pas seulement de remettre à l'honneur la mémoire amputée de l'histoire d'un pays, puisque c'est le cas ici en mettant à l'honneur l'histoire de l'immigration, comme d'ailleurs on pourrait mettre à l'honneur l'histoire des sciences. Que savons-nous? Même dans les curriculums classiques, je travaille à l'ULB, dans les curriculums classiques, on oublie l'apport de tous ces scientifiques du monde arabo-musulman à la médecine, à la physique, etc. Alors on arrive à la fin de l'émission, peut-être juste quelques informations pratiques. Lionel Rubin, ce dossier pédagogique, on peut le trouver où? À qui est-il destiné réellement? Alors, il est disponible en tout cas au Centre d'Action Laïque sur demande, par mail ou par téléphone. Ça, c'est une première chose. laïcité.net, par exemple, l'adresse, ou alors le site internet laïcité.be. Exactement. Et donc ça, il est disponible aussi par simple demande téléphonique. C'est un dossier papier avec une dizaine de fiches, 40 pages, mais une dizaine de fiches pédagogiques qui retracent chronologiquement l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique. Il y a aussi un site pour les professeurs avec les documents numériques qui sont téléchargeables, et aussi sur le dossier interactif de l'école. Ça, c'est www.l'immigration-en-belgique.be. Et voilà, donc ça, il est disponible gratuitement. Et ça s'adresse plutôt aux élèves de secondaire, hein, on va dire. Alors, en priorité aux élèves de secondaire, parce qu'il y a la possibilité à cet âge-là, à partir de cet âge-là, d'inscrire ça dans une historicité. Maintenant, on peut tout à fait s'inspirer de certaines activités, de certaines fiches pour effectivement commencer ce travail, en tout cas évoquer ce type de travail en primaire, et là évidemment en modalisant les exercices. Les exercices. Yasmina Douyeb, la pièce Moutouf, alors vous l'avez déjà beaucoup jouée, vous la jouerez encore, mais alors l'année prochaine, c'est ça? Oui. Donc pas tout de suite? Pas tout de suite, c'est prévu en mars, peut-être qu'on reprendra à l'automne si on a d'autres dates, voilà, c'est en construction, quoi. Mais c'est vrai que c'est un spectacle qu'on joue depuis 4 ans. Mais on sent que du coup il y a un intérêt en tout cas pour cette pièce, parce que ça fait effectivement plusieurs années que vous la jouez.
Oui, c'est vraiment un spectacle et en plus qui gagne d'année en année, on s'enrichit en le jouant je pense que c'est un spectacle qui a beaucoup d'écho. Et Ahmed Medoun, je rappelle votre ouvrage, donc Nas Belgica, histoire de l'immigration marocaine en Belgique, édité à Couleur Livre en 2015, mais qui reste évidemment profondément d'actualité. Je terminerai l'émission juste par une citation en fait, de la pièce Moutouf, où vous dites, Yasmina Douyeb, on est tous mosaïques. Je trouve que voilà, ça termine assez bien l'émission. Merci vraiment beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.